Bienvenue à tous. Chers élèves de la 4e année économie et gestion, après avoir étudié au cours des séances précédentes les limites, la continuité et le théorème des valeurs intermédiaires, on va finir aujourd'hui par le théorème de la bijection. Pour ceci, je vais commencer par une première activité, dont voici l'énoncé. La figure ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f qui est définie et continue sur l'intervalle de 7. Donc elle est bien définie et continue sur l'intervalle de 7. On voit bien aussi que f est strictement croissante sur ce dit intervalle. Je demande en premier lieu de déterminer l'image de l'intervalle fermé de 7 par la fonction f. Puis, de dire si le réel 2 possède un ou plusieurs antécédents dans l'intervalle de 7. Et si l'on possède combien? Pour ceci, je vais commencer par la première question. Je demande donc de déterminer l'image de l'intervalle fermé de 7. Donc, comme on a fait au cours des séances précédentes, l'intervalle de 7 est un intervalle fermé. Donc, son image par la fonction continue et strictement croissante sera aussi fermée et qui est égale à f de 2, f de 7. Mais f de 2, graphiquement, elle est égale à 1 et f de 7, elle est égale à 4. Vous voyez bien ici que f de 7 vaut la valeur 4. Donc, finalement, l'image de l'intervalle 2, 7, c'est l'intervalle fermé 1, 4. La deuxième question qui se pose, est-ce que le réel 2 possède un ou plusieurs antécédents dans l'intervalle de 7? Et combien? On peut aborder cette question de deux manières différentes. La première façon, c'est graphiquement. On voit bien ici que la droite d'équation y est égale à 2 coupe la courbe représentative de f en un point A d'abscisse ici, comme l'indique d'abscisse 4. C'est-à-dire que l'équation f de x égale à 2 admet une unique solution par la fonction f dans l'intervalle 1, 7. C'est-à-dire que le réel 2 admet un unique antécédent dans l'intervalle 1, 7. On peut répondre autrement. Mais comment? La fonction f étant continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé de 7, f de 2 est égal à 1, f de 7 est égal à 4, 2 il est compris entre 1 et 4, c'est-à-dire que 2 est compris entre f de 2 et f de 7, on peut conclure que l'équation f de x égale à 2 admet une unique solution dans l'intervalle de 7. C'est-à-dire que 2, le réel 2 qui appartient à l'ensemble 1, 4 qui est l'image de l'intervalle de 7, 2 admet un seul antécédent dans l'intervalle de départ qui est l'intervalle de 7. On passe maintenant à une deuxième activité. Donc voici l'énoncé. La figure ci-contre est la représentation graphique de la fonction maintenant définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 2x au carré moins 1. Donc ici, dans cette activité, on a l'expression de la fonction f. On demande en premier lieu de déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f. Puis, de déterminer graphiquement et par le calcul les antécédents ou les antécédents de moins 1. Ensuite, je vais considérer un réel quelconque de l'image de 0 plus l'infini par la fonction f. Je vais justifier que y admet un unique antécédent x dans l'intervalle 0 plus l'infini, puis je vais déterminer ce x en fonction de y. Je vais maintenant commencer par
traiter question par question. L'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f. F étant continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par f qui est continue strictement croissante, ça sera f de 0 et la limite en plus l'infini. La limite f de 0 est égale à moins 1, la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini puisqu'il s'agit de la limite du monombre du plus haut degré qui est la limite de 2x au carré. Donc on obtient facilement la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. En deuxième question, je vais chercher graphiquement et par le calcul le ou les antécédents de moins 1. Donc commençons par graphiquement. Vous voyez bien ici, je vais chercher l'antécédent de moins 1. Je vais tout d'abord tracer la droite d'équation y est égale à moins 1. La droite y égale à moins 1 coupe la courbe ici en un seul point. Vous voyez bien ce point-là. L'abscisse de ce point est la solution de l'équation f de x égale à moins 1. L'abscisse de ce point n'est autre que 0. Donc, moins 1 possède un seul antécédent par la fonction f qui est 0. Je vais aborder la même question par le calcul. Donc, pour chercher les antécédents du réel moins 1, je dois, si possible, résoudre l'équation f de x est égal à moins 1. En remplaçant f de x par son expression qui est égale à 2x carré moins 1, j'obtiens facilement l'équation 2x au carré moins 1 est égal à moins 1. Ceci signifie que 2x au carré est égal à 0. Ceci signifie que x au carré est égal à 0. Ceci signifie que x est égal à 0. Donc, j'obtiens par le calcul que l'antécédent du réel moins 1 existe et unique est égal à 0. Donc ici, j'ai démontré graphiquement que moins 1 possède un unique antécédent et par le calcul également le réel moins 1 admet un unique antécédent. Je vais maintenant généraliser, c'est-à-dire je vais choisir un y de l'intervalle f de 0 plus l'infini qui est égal, on a déjà justifié ça, que c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini, puis de justifier que ce y-là admet un unique antécédent x dans 0 plus l'infini, puis de déterminer ce x en fonction de y. Donc ici, le y choisi, c'est connu, mais le x, c'est inconnu. Donc comment faire? Bien sûr, comme le x, il appartient à 0 plus l'infini, le y, il appartient à moins 1 plus l'infini, donc il est supérieur à moins 1, et par suite, le y plus 1 va être supérieur à 0, donc ici, je suis devant ces deux situations. X, il est positif, et y plus 1, il est également positif. Pour chercher un antécédent éventuel, c'est-à-dire de y, c'est résoudre l'équation f de x égale à y. En remplaçant f de x par son expression, on est devant la situation 2x au carré moins 1 est égal à y. En ramenant le moins 1 dans l'autre membre de l'équation, on aura 2x au carré est égal à y plus 1. Bien sûr, comme le y plus 1, il est positif, on peut dire que 2x au carré est égal à y plus 1. Ceci signifie que x au carré, tout d'abord, x au carré est égal à y plus 1 sur 2, cette équivalence est évidente, mais ce passage que je vais mentionner maintenant, x au carré étant positif, le y plus 1
étant positif, donc le y plus 1 sur 2 sera positif. Je vais passer à la recherche de x qui est inconnu. Je vais appliquer la racine carrée pour les deux membres. J'obtiens facilement valeur absolue de x est égale à racine carrée de y plus 1 sur 2, mais j'ai mentionné dès le départ que x est positif. Donc la valeur absolue de x sera x. Donc j'ai justifié les deux en un ici, l'existence et l'unicité de x. Comme y est choisi arbitrairement, il s'agit d'un seul réel, donc x serait seul, bien sûr. Donc ce y-là admet un seul antécédent par la fonction f, et j'obtiens ici, on peut le mentionner aussi graphiquement, j'ai choisi ici un réel y, je peux le voir graphiquement, y est égal à 2x carré moins 1. Quel que soit y ici pris dans l'intervalle d'arrivée moins 1 plus l'infini, si je prends n'importe laquelle la droite passant par un point quelconque de l'axe de cet intervalle-là, dont l'ordonnée appartient à cet intervalle-là, je cherche la droite passant par ce point d'ordonnée va couper l'axe des abscisses en un seul point, quelle que soit la position ici. Donc j'obtiens, quel que soit le y choisi arbitrairement, y va avoir un seul antécédent par la fonction f, qui est x, qui est égal à racine carrée de y plus 1 sur 2. Donc, d'où l'unicité du réel y par la fonction f. Je vais commenter ce qu'on a déjà fait. Donc, on sait que tout élément x, puisque f est une fonction, donc tout élément x admet une unique image dans l'ensemble d'arrivée, f étant une application de son ensemble de départ vers l'intervalle moins 1 plus l'infini. La nouveauté ici qui se présente, c'est que tout élément de l'ensemble d'arrivée moins 1 plus l'infini admet un seul antécédent dans l'ensemble de départ 0 plus l'infini. Ainsi, on dit tout simplement, si tout élément de l'ensemble d'arrivée possède un unique antécédent dans l'ensemble de départ qui est 0 plus l'infini, on dit que f tout simplement réalise une bijection de 0 plus l'infini sur moins 1 plus l'infini, ou on dit tout simplement que f est une bijection de 0 plus l'infini sur moins 1 plus l'infini. Et dans ce cas, bien sûr, il y a une fonction qui va nous ramener à la case départ, c'est la fonction réciproque, c'est-à-dire cette fonction réciproque qui est f est une bijection de 0 plus l'infini sur moins 1 plus l'infini. Il y a une fonction qui va nous ramener de l'intervalle moins 1 plus l'infini vers l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction s'appelle la fonction réciproque de la fonction f. Et cette fonction n'existe que si f est bijective, bien sûr. Cette fonction sera définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Elle sera notée par f puissance moins 1. Ou tout simplement f moins 1. En cherchant x en fonction du y, on a déterminé l'expression de f moins 1. Et pour tout x ici, faites attention au changement des noms des variables. Pour tout x appartenant à l'intervalle, nous, dans l'activité, on a obtenu f moins 1 de y égale à y plus 1, racine carrée de y plus 1 sur 2. En remplaçant les noms des variables, on obtient f moins 1 de x égale racine carrée de x plus 1 sur 2. C'est l'expression de la fonction réciproque de la fonction f. On va mettre maintenant ce théorème qui est admis dans les hypothèses sont, si f est une fonction strictement monotone, c'est-à-dire strictement, c'est soit strictement croissante, soit strictement décroissante sur un intervalle i, alors, comme première conclusion, on va dire que f réalise une bijection de i sur f de i, ou bien f est une bijection de i sur f de i.
Et bien sûr, si elle est une bijection de i sur f de i, donc elle va admettre une fonction réciproque, cette fonction réciproque notée f-1 va avoir le même sens de variation que f, c'est-à-dire, si f est strictement croissante sur i, f-1 sera strictement croissante sur f de i. Si f est strictement décroissante sur i, f-1 sera strictement décroissante sur f de i. Et si de plus la fonction f est continue sur i, alors f-1 est continue sur f de i. Donc il y a deux propriétés qui sont héréditaires et qui passent de la fonction f à la fonction f-1. Et ces deux propriétés sont le sens de variation et la continuité. Vous allez voir dans d'autres circonstances qu'est-ce qui va se passer avec la dérivabilité, mais ça sera plus tard. Donc, en tant que remarque, je vais énoncer ce qui suit. Pour tout réel x de l'ensemble de départ et pour tout réel de l'ensemble d'arrivée f de i, on a l'équivalence suivante. Y est l'image de x par la fonction f. Ceci équivaut à dire que x est l'image de y par la fonction réciproque. Deuxièmement, l'image de f de x par la fonction réciproque f-1, c'est-à-dire f-1 appliqué à f de x, ou tout simplement f-1 rond f de x est égal à x. C'est-à-dire que f-1 rond f va fixer x. Elle va ramener, on va voir sur le diagramme, que f-1 de f de x égale à x pour tout réel x de i. Puis, on va faire de même, mais ici, on va inverser les rôles. Pour tout réel y de f de i, l'image de f-1 de y par la fonction f est égale à y. On voit bien ici, je vais expliquer ces résultats. Le premier, il est bien clair. Le y, c'est l'image de x par la fonction f. Donc f va faire le va et f-1 va faire le vient. Je vais prendre le deuxième point. J'ai dit ici que f-1 rond f de x est égal à x. Regardez bien ici. On a ici le x. Si on va appliquer le f, on va obtenir le f de x. Mais si on va appliquer le f-1 à f de x, on va revenir à la case départ. Donc, f-1 rond f de x est égal à x pour tout réel x de i. On va faire de même, mais en partant de f de i. Je vais prendre y appartenant à f de i. Je vais lui appliquer f-1. Je vais arriver à x. Puis, je vais appliquer une seconde fois le f pour arriver à y. C'est pour cela, je reviens à la case départ dans les deux circonstances. Et pour ceci, je vais conclure que f de f-1 de y est égal à y pour tout y de l'ensemble f de i. Donc, je vais visualiser ça. Dans la figure ci-contre, j'ai tracé dans un même repère, à l'aide d'un logiciel bien sûr, orthonormé les deux courbes représentatives de f et de f-1, traitées dans l'activité précédente, qui est l'activité, pardon, ici, c'est l'activité 2, je pense. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, tout d'abord, le point A de coordonnées 0, moins 1, il appartient à la courbe de f. 0, moins 1. Si je regarde ici, je vois que le point A' de coordonnées moins 1, 0, il appartient à la courbe de f-1. Il y a ici un changement de rôle, un échange de rôle. Le x de A est devenu le y de A' et le y de A est devenu le x de A'. Ceci sera généralisé pour les autres points, si vous voyez ici. Ce point-là a pour coordonnée 1, 1, donc il est resté immobile puisque l'abscisse c'est l'ordonnée, donc le x et le y jouent le même rôle. Si je prends un autre point quelconque de la courbe de f,
je vais tracer la droite d'équation y égale à x. Je vais conjecturer que l'image de tout point de la courbe de f par rapport à la droite y est égal à x, ça sera un point de la courbe de la fonction f-1. Donc cette droite delta, par exemple, d'équation y égale à x sera la médiatrice de ce segment-là, c'est-à-dire que ce point M a pour image M' dans la courbe de la fonction réciproque. C'est une simple constatation, ni plus ni moins. Donc, je vais ici éclaircir les choses. Donc, on a pour tout réel x de i et pour tout y appartenant à f de i, on a cette équivalence. Le point M de coordonnées xy est un point de la courbe de f. Ceci équivaut à dire que le point M' de coordonnées yx est un point de la courbe de CF-1. C'est pour cela les deux courbes C de f et C de f-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice du repère qui est la droite d'équation y égale à x. Mais la droite y est égale à x, c'est une droite bien particulière qui passe par l'origine du repère et par exemple par le point de coordonnées 1, 1 et qui divise l'angle ici en deux parties isométriques, c'est-à-dire la droite y égale à x. Donc, je vois bien ici, par une simple illustration, que le point M de coordonnées x, y, ici vous voyez j'ai utilisé les couleurs. L'abscisse du point M c'est x, l'ordonnée du point M c'est y. En faisant la symétrie par rapport à la droite y égale à x, le changement de rôle est fait. Donc le point M', ce x-là, il est ici, c'est-à-dire l'abscisse du point M est devenue l'ordonnée du point M', et l'ordonnée du point M est devenue l'abscisse du point M'. C'est pour cela que les deux courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite y égale à x. Et vous voyez bien ici, le point particulier ici, qui est le point de coordonnées 0, moins 1, sont symétriques, le point de coordonnées moins 1, 0. Ce point-là est resté immobile puisqu'il appartient à la droite y égale à x, donc il est resté à sa place. On va commencer l'activité numéro 3. Donc voici l'énoncé. Soit la fonction f définie sur l'intervalle r plus par f de x égale racine carrée de x plus x au carré moins 4. On vous demande en premier lieu de montrer que f est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, puis de déduire que f réalise une bijection de cet intervalle sur un intervalle j à préciser. En troisième lieu, on vous demande en petit a de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet dans 0 plus l'infini une unique solution alpha, puis de vérifier que alpha est encadré par 1,6 et 1,7. En quatrième lieu, on vous demande de déterminer le signe de f de x selon les valeurs de x. Cinquièmement, je vais considérer deux fonctions g et h définies sur le 0 plus l'infini par g de x égale racine carrée de x et h de x égale 4 moins x carré. C et C' étant leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé. On demande d'étudier les positions relatives de C et C'. Pour montrer que f est continue strictement croissante, la question va se diviser en deux volets. Je vais commencer par la stricte monotonie de la fonction f. Je vais considérer donc deux réels a et b de l'intervalle 0 plus l'infini tels que a inférieur à b. Il est clair que racine de a est inférieure à racine de b, parce que a et b sont positifs. A inférieur à b impliquera racine de a inférieure à racine de b. En appliquant le carré pour les deux nombres a et b, on obtient a au carré inférieur à b au carré. En retranchant 4 des deux membres, on obtient a au carré moins 4 inférieur à b au carré moins 4. Donc, on a racine de a inférieure à racine de b.
a au carré moins 4 inférieur à b au carré moins 4, en additionnant membre à membre les deux, c'est-à-dire racine de a à laquelle on ajoute a au carré moins 4 pour obtenir f de a, racine de b à laquelle on ajoute b au carré moins 4 pour obtenir f de b, on obtient facilement que f de a inférieur à f de b. On est parti du fait que a inférieur strictement à b. On a conclu que f de a inférieur à b. Donc, on conclut que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Une petite remarque ici. On peut aborder ce paragraphe en employant un deuxième procédé que vous allez voir dans des chapitres qui vont suivre, c'est la dérivabilité. Bon, il faut étudier la dérivabilité entièrement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous allez commencer par la dérivabilité à droite en 0, puis la dérivabilité sur l'ouvert 0 plus l'infini, puis calculer la fonction dérivée de f, et à travers le signe de f', vous allez conclure facilement que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Concernant la continuité de f sur cet intervalle, il est bien clair que f est continu comme étant la somme de deux fonctions continues. On a vu ça dans plusieurs situations précédemment. La fonction racine, elle est continue sur 0 plus l'infini comme étant une fonction usuelle. La fonction polynôme, évidemment, elle est continue sur 0 plus l'infini puisqu'elle est continue sur R. Donc, f est continue sur 0 plus l'infini. La deuxième question, on va déduire. Tout est rempli ici pour répondre à cette question sans aucun problème. F réalise une bijection de 0 plus l'infini sur un intervalle J à préciser. Donc, vous voyez bien ici que f est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. D'après le théorème précédent, la première condition qui implique que f réalise une bijection, c'est la stricte monotonie. Puisqu'ici, on va répondre à toute une question. Donc, j'ai employé ici, je n'ai pas employé la continuité, j'ai employé la stricte monotonie pour dire qu'elle réalise une bijection, car la continuité ici n'est pas demandée pour réaliser la bijection. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? F est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini. Mais ici, il m'a demandé de déterminer sur un intervalle J à préciser. Je ne peux passer à l'intervalle J que je vais préciser qu'en mentionnant la continuité. C'est joindre l'utile à l'agréable ici. On a déjà utilisé la continuité dans les chapitres précédents. Donc, pour aboutir à l'intervalle J, il faut la mentionner. On aura f de 0 plus l'infini, donc, est égal à f de 0, limite en plus l'infini de f. Mais f de 0 est égal à moins 4. Racine de 0 plus 0 moins 4 est égal à moins 4. La limite de f en plus l'infini, on emploie ici les opérations sur les limites. La limite de la fonction racine en plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite en plus l'infini de x carré est égale à plus l'infini. Donc on obtient facilement que la limite en plus l'infini de f est égale à plus l'infini. Je vais montrer maintenant que l'équation f de x égale à 0 admet dans 0 plus l'infini une unique solution alpha dans 0 plus l'infini. F étant une bijection de 0 plus l'infini sur moins 4 plus l'infini, donc tout réel appartenant à l'intervalle moins 4 plus l'infini, f étant une bijection, je rappelle ici que si f est une bijection, donc tout élément y de cet intervalle admet un seul antécédent x dans cet intervalle. Et puisque 0, il est là, il est dans cet intervalle, donc il appartient à moins 4 plus l'infini, puisqu'il est supérieur à moins 4, donc il va admettre un seul antécédent alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ici je vais mettre le tableau de variation de la fonction f.
Donc f est continu, j'ai mentionné que f est continu strictement monotone sur 0 plus l'infini. Le réel 0, il appartient à l'ensemble d'arrivées. Donc il va admettre un seul antécédent, alpha, dans l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc l'existence ici de alpha est assurée par la bijection f et l'existence de 0 dans l'ensemble d'arrivées, moins 4 plus l'infini. Vous voyez bien ici que s'il s'agit du théorème des valeurs intermédiaires, mais il est plus généralisé puisqu'on a ici le plus l'infini, donc on ne peut pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à cet intervalle. Donc on doit appliquer la bijection pour répondre. On va vérifier maintenant que alpha est encadré par les deux valeurs 1,6 et 1,7. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, il faut calculer les images de 1,6 et 1,7 par f. Donc, on a déjà tout d'abord mentionné que f est continue sur l'intervalle 1,6, 1,7, puisqu'elle est continue sur 0 plus l'infini, donc elle sera continue sur l'intervalle fermé 1,6, 1,7. On a déjà calculé f de 1,6 qui est égal à moins 0,175 qui est négatif. On a calculé f de 1,7 qui est égal à 0,193, donc il est devenu positif. On peut clôturer grâce au théorème des valeurs intermédiaires et notamment grâce à son corollaire que alpha est comprise entre les deux valeurs 1,6 et 1,7. Donc, chers élèves, ici, vous pouvez retrouver ces deux résultats en employant chacun sa calculatrice. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? On doit tout d'abord introduire notre fonction f à travers notre calculatrice. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici? On doit passer par les différents modes de notre calculatrice. Le mode à utiliser ici, c'est le mode de tableau, table en anglais. On a ici. Le langage international, bien sûr, c'est table. On doit introduire le tableau en touchant, en appuyant sur le mode, puis sur la touche 7 qui indique table. Sur l'écran s'affichera f de x égale. Donc, la calculatrice demande ici, donnez-moi la fonction. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, comment introduire la fonction? On voit tout d'abord, donc il s'agit de la somme de la racine carrée et de x carré moins 4. On va tout d'abord introduire la racine. Pour ceci, je dois utiliser la touche racine carrée et x. X ici, c'est la touche, cette touche de la calculatrice. Mais comment activer cette touche? C'est en appuyant sur le alpha. Alpha va changer la fonctionnalité de la touche, c'est-à-dire on va appuyer sur racine, puis le x, puis alpha, pardon, puis le x. On va ajouter le x carré moins 4, c'est-à-dire on va ajouter le x carré puis retrancher le 4. Comment on va ajouter le x carré? C'est en appuyant sur la touche alpha, puis en appuyant sur le x, puis sur la touche x carré qui est déjà présente sur le cadran de la calculatrice. Donc, on va appuyer ensuite sur la touche moins, puis sur 4 pour obtenir l'expression complète de f. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir ces deux valeurs, le f de 1,6 et 1,7, la calculatrice va me demander à partir de quelle valeur vous allez commencer. C'est-à-dire start. Donc, je vais introduire la première valeur dans le tableau. Bon, par exemple, je vais introduire le 1,5 par exemple. J'ai introduit le 1,5, puis la dernière valeur du tableau, j'appuie sur la touche entrée. En appuyant sur entrée, on me demande la deuxième valeur. Ici, c'est affiché 5, c'est une ancienne valeur. Donc, j'ai appuyé sur 2. J'ai inscrit le 2 sur le cadran, sur l'afficheur, pardon, de la calculatrice. Donc, les valeurs à récolter ici par la fonction sont comprises entre 1,5 et 1,2.
En appuyant sur Entrée, la calculatrice va me demander le pas, step. Quel pas vous allez emprunter? Ici, les deux valeurs qui vont encadrer alpha sont à un chiffre après la virgule, c'est-à-dire à 10 moins 1. Donc, le pas de calcul sera 0,1, c'est-à-dire 10 moins 1. Par exemple, si on me demande d'encadrer alpha, par exemple, entre 1,51 et 1,53, donc je dois utiliser le pas 0,01. J'inscris 0,01 et j'appuie sur Entrée. Après avoir fait tout ça, la calculatrice va m'afficher un tableau sur lequel sont inscrits, sur la colonne gauche, on a inscrit les valeurs de x. Sur la colonne droite, on a inscrit les valeurs de f de x. Par une simple lecture de ce tableau-là, on voit bien que ici que f de 1,6, c'est moins 0,175 qui est négatif, et f de 1,7 qui est égal à 0,193 qui est positif. Ce genre d'introduction de fonctions de la calculatrice, on va le faire si on nous demande parfois de donner un encadrement de alpha à 10 plus précis, c'est-à-dire à 10 moins 2 ou à 10 moins 3. Donc on ne peut pas faire valeur par valeur. Donc il faut introduire la première valeur de l'intervalle, puis introduire la dernière valeur, puis subdiviser cet intervalle en un nombre bien déterminé de petits intervalles, séparés par un pas qui est égal à 0,1 si l'encadrement est à 10 moins 1 et 0,01 si le pas est à 10 moins 2. Donc c'est facile à faire dans les exercices. Il suffit d'adopter ce mode-là, puis la touche 7 et puis suivre les étapes déjà faites dans cet exemple. On va maintenant passer à autre chose. On va vous demander de déterminer le signe de la fonction f suivant les valeurs de x. Je rappelle tout d'abord que f est continue et strictement monotone et elle réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. On a déjà démontré que le réel 0 qui appartient à l'intervalle moins 4 plus l'infini possède un unique antécédent alpha qui appartient à 0 plus l'infini. On a déjà démontré que alpha est encadré par les deux valeurs 1,6 et 1,7. Par une simple lecture de ce tableau de variation, on voit bien ici que si x est compris entre 0 et alpha, ici, le 0, on a atteint 0 en alpha, donc entre l'intervalle entre 0 et alpha, on voit bien ici que f n'a pas encore atteint 0. Donc f est une fonction négative sur l'intervalle 0 alpha. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, f va être positive. Et bien sûr, f s'annule en unique valeur alpha. On peut prouver ça grâce à la stricte monotonie de la fonction f, en disant que f étant strictement croissante, donc si x sera entre 0 et alpha, en appliquant f à tout ça, on va avoir f de 0 inférieur ou égal à f de x, inférieur strictement à f de alpha. Mais f de alpha n'est que 0. Donc f de x sera négatif. On fera de même pour si x appartient à 0, si x appartient à alpha plus l'infini, ou c'est-à-dire si x est supérieur à alpha, on va appliquer f à cette inégalité, f étant une fonction strictement croissante sur tout son ensemble de définitions, on aura f de x supérieur à f de alpha. Bien sûr, comme f de alpha égale à 0, on obtient f de x est positif. Donc on peut résumer ici, entre 0 et alpha, f est une fonction négative. Si x est supérieur à alpha, f est positive. Bien sûr, f s'annule en alpha. En cinquième lieu et en dernier lieu, on va considérer les deux fonctions g et h définies sur 0 plus l'infini par g de x égale à racine carrée de x. Bien sûr, ce sont deux autres fonctions. Et h, c'est la fonction qui a x associe 4 moins x carré.
ainsi que C et C', leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé. On demande ici d'étudier les positions relatives. Position relative, c'est-à-dire pour quelle valeur de x C est située au-dessus ou au-dessous de la courbe C' et quand elle se rencontre. On va voir ceci. Pour étudier les positions relatives de C et de C', il suffit d'étudier le signe de la différence de la fonction g moins h. Et g moins h n'est que la fonction f. Par un simple calcul, on obtient que la fonction g moins h est égale à racine carrée de x plus x carré moins 4. Mais le signe de f est déjà mentionné dans la question 4. On a déjà établi le signe de la fonction f dans la question 4. Donc on peut utiliser ce résultat pour conclure. D'après la question précédente, on avait déjà dit que la fonction f est négative si x est entre 0 et alpha, et f est positif si x est supérieur à alpha. Donc, si x est inférieur à alpha, la fonction f est négative, donc la différence g moins f est négative, et par conséquent, la courbe g de x inférieure strictement à la fonction h, et par suite, la courbe de la fonction g qui est c est au-dessous de la courbe de la fonction h qui est c'. On fera de même. Si x est supérieur à alpha, alors f de x est strictement positif. Donc, de même, g de x sera strictement supérieur à h, et par conséquent, la courbe c sera au-dessus de la courbe c'. Une petite remarque, c et c' vont se couper en un point i. Ce point a pour coordonnée, a pour abscisse bien sûr alpha, l'unique solution de l'équation f de x égale à 0, et pour ordonnée racine de alpha qui est égale à g de alpha qui est en même temps est égal à h de alpha qui est égal à 4 moins alpha au carré. On peut confiner tous ces deux résultats dans un petit tableau. Donc, on a étudié le signe de g moins h qui est celui de la fonction f. On a déjà mentionné que f est négatif entre 0 et alpha et positif sur alpha plus l'infini. F s'annule en alpha. G moins h étant négatif, donc C elle est au-dessous de C', lorsque x il est encadré entre 0 et alpha, et C elle est au-dessus de C' lorsque x est bien supérieur à alpha. Ici, on peut obtenir que C rencontre C' au point I. On peut visualiser ça grâce à la représentation graphique des deux courbes. Ici, j'ai représenté à partir d'un logiciel les deux courbes C et C'. La courbe de la fonction racine et la courbe de la fonction polynôme se rencontrent au point I ici de coordonnées alpha, f de alpha ou bien g de alpha, puisque f moins g va être égal à 0 lorsque x est égal à alpha. Je vais parler un petit peu de la position. Vous voyez bien ici que lorsque x il est entre 0 et alpha, la courbe de g qui est C', elle est au-dessus de la courbe f, et ici, lorsque x dépasse alpha, la courbe en rouge, elle est en dessous de la courbe en vert. Ceci explique bien les deux positions des deux courbes. On arrive donc à la fin de cette séance et à la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez bien tiré profit. À bientôt.